toutes et à tous et bienvenue dans Télémorning, votre émission matinale inspirée d'une autre. Ce matin, nous vous avons préparé une émission haute en couleurs, avec aujourd'hui toute l'équipe de Télémorning qui sera présente autour de moi tout au long de cette émission. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Regardez plutôt le sommaire de cette émission, le sommaire de Télémorning. La seconde partie de notre émission sera culturelle, sachez-le. Avec Marie Chalère, nous parlerons de la rentrée de l'Opéra Bastille à Paris, puisque la saison 2015-2016 attaque fort en remontant des pièces qui ont fait leurs preuves dans le passé, comme Madame Butterfly ou le Don Giovanni de Mozart. Marie vous en dira plus dans un instant. Alexandre Mastagli sera là quant à lui pour vous parler cinéma et a sélectionné deux films, un français de Diastème et Jurassic World de Colin Trevorrow. Il nous parlera aussi de 50 nuances de gré. Côté littérature, Annabelle Machou a décidé de vous préparer une rubrique originale et de saison, puisqu'elle a sélectionné pour vous les deux livres érotiques de l'été. Tout cela est à suivre donc. Nous allons également vous parler politique avec Maxime Farsetti, et il ne faudra pas non plus manquer l'édito international de Louis-Georges sur la Grèce. Mais tout de suite, place à l'actu, c'est l'heure du journal. Le journal de Télémorning, l'émission qui lit la presse le matin et qui vous résume les 5 infos essentielles du jour, à commencer par la visite de Laurent Fabius en Iran. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères français s'est rendu à Téhéran 2 semaines après la conclusion de l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. Laurent Fabius a assuré aux journalistes qu'une nouvelle relation débutait entre l'Iran et notre pays, marquée par le respect et la relance, a-t-il dit. Le Monde.fr explique que M. Fabius doit faire oublier la fermeté française sur un dossier nucléaire qu'il a fini par incarner plus que quiconque. Il doit aplanir les divergences entre l'Iran et les grands dossiers régionaux. Deux actualités en France. La première concerne Patrick Buisson, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, a été mis en examen ce matin dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Libération nous indique donc que la justice enquête sur des marchés conclus sous le précédent quinquennat avec 9 instituts de sondage, dont les sociétés de 2 anciens conseillers de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Les 2 ex-conseillers étaient donc entendus ce mercredi matin par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance économique, comme l'a révélé Europe 1. Toujours en France, donc, la décision du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en ce qui concerne les migrants arrivant dans la ville de Calais. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le renforcement des effectifs de police chargés de surveiller le tunnel sous la Manche, confrontés à des passages en masse de migrants. 120 policiers supplémentaires seront donc déployés. En effet, depuis 2 jours, ce ne sont pas moins de 3500 réfugiés qui avaient cherché à pénétrer dans le tunnel, et l'un des migrants qui tentait sa chance y avait trouvé la mort. En sport, la candidature de Michel Platini à la présidence de la FIFA, la Fédération internationale de football, l'ancien joueur de football international français qui dirigeait jusqu'à présent l'UEFA, l'Union européenne de football association, se lance donc dans la course à la succession de Sepp Blatter qui a dû renoncer à son mandat début juin, juste après sa réélection, en raison du scandale qui secoue l'instance suprême du football mondial. C'était le moment ou jamais pour l'ex-star du ballon rond qui va devoir faire ses preuves face aux autres candidats à ce poste. Et pour terminer ce journal, la météo du jour publiée par nos confrères de RTL. Le temps sera encore perturbé aujourd'hui sur une bonne partie du pays, notamment de l'Aquitaine à l'est, mais le soleil dominera sur les régions méditerranéennes selon Météo France. De faibles perturbations s'étendront aux régions de l'est et sur les Alpes du Nord le matin, avec un ciel très nuageux et quelques faibles pluies. L'après-midi, ces pluies deviendront plus éparses et de belles éclaircies se dessineront. Côté Mercure, les températures de cet après-midi seront en général chaudes, les maximales en légère hausse au nord avec 18 à 23 degrés, en baisse dans le sud-ouest avec 22 à 27 degrés, mais qui afficheront 31 à 35 degrés sur les régions méditerranéennes, et oui, on y est habitué. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la rubrique politique de Maxime Farsetti. La chronique politique de Maxime Farsetti. Maxime, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors Maxime, le 5 mai dernier, Nicolas Sarkozy et derrière lui le bureau politique de l'UMP adoptaient le nom de leur nouveau parti, les Républicains, qui se présentait comme étant le renouveau de la droite dite populaire. En effet Julien, le renouveau de la droite dite populaire. Le renouveau, ou plutôt l'installation d'une nouvelle image, car il fallait à tout prix effacer celle de l'UMP, qui n'a fait que sombrer dans l'abîme ces dernières années.
Ainsi, comme son ancêtre le RPR, créé en 1976 et disparu en 2002 avec la création de l'UMP, on recommence en 2015 avec les Républicains, de façon à oublier les casseroles entassées par le parti précédent. Pour être plus précis, il s'agit en réalité de querelles internes. Comme ça a d'ailleurs souvent été le cas au sein de ce parti, les exemples sont nombreux pour ne pas citer la bataille Copé-Fillon en 2012, ou encore les comptes de campagne de l'élection présidentielle de 2012 qui n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel, ou encore, on peut rajouter, l'échec cuisant de Nathalie Kosciusko-Morizet à la mairie de Paris. C'est d'ailleurs pour cela, Maxime, que la création des Républicains n'a pas été facile. Évidemment, Julien, réparer toutes ces bavures n'a pas été de tout repos. Il a donc fallu trouver un nouvel accord entre les poids lourds de l'UMP, imaginer de nouveaux statuts et recomposer toute une famille politique. Et pour cela, Nicolas Sarkozy a trouvé son appui et son soutien, les partisans. Pour éviter toute nouvelle querelle, une sorte de référendum interne a eu lieu afin de laisser le choix aux adhérents d'opter à un nouveau nom, leur vote ne pouvant être contesté. Finalement, pas de surprise, c'est le oui qui l'a remporté avec plus de 80% des voix sur 46% des votes exprimés. Ainsi, même Alain Juppé, fervent adversaire de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2017, n'a rien eu à redire sur ce nouveau statut et ce nouveau nom. Désormais, il est républicain lui aussi. C'est donc une victoire totale pour Nicolas Sarkozy ? Eh bien, avouons que c'est un coup de maître de la part du président Sarkozy, au moins au sens interne. Car ses adversaires Fillon, Morizet, Juppé et j'en passe ont dû accepter ce renouveau sans dire mot. Néanmoins, au sens national, c'est une semi-victoire, car le nom « Les Républicains » a été jugé par l'ensemble des Français comme étant trop généraliste. Pourquoi Xavier Bertrand serait plus républicain que vous, Julien ? C'est vrai. Ainsi, Nicolas Sarkozy a montré qu'il était un chef de parti combatif, une sorte de gladiateur au sein de l'arène politique française. Bien que si nous retournions au temps des Romains, le combat mené actuellement à droite aurait été hué. Ah bon, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'élection depuis la création des Républicains, et que la bataille n'est donc pas tout à fait gagnée. L'humiliation reste, mais la victoire n'y est pas. Et c'est là le danger qui apparaît. Parlons des futures élections, justement. Les Républicains préparent en ce moment les élections régionales qui auront lieu le 6 et le 13 décembre 2015. Et il n'est donc pas encore question de penser aux présidentielles de 2017 pour Nicolas Sarkozy. Effectivement, Julien, il a d'autres priorités pour le parti. Celle d'abord de retrouver une légitimité perdue durant les dernières années de l'UMP. Pour cela, il faut de nouvelles idées et un nouveau programme. Seulement, patatras, Nicolas Sarkozy ressort le bon vieux thème de la religion. Autrement dit, le retour de l'islam comme un étendard idéologique, ce pourquoi il eut du succès en 2007 et ce qui a causé en partie sa défaite en 2012. En clair, Nicolas Sarkozy confirme la phrase de l'académicien André Frossard « Quand un gouvernement se trompe, il n'a qu'une solution, persévérer dans son erreur ». Cependant, reconnaissons-le, il faut différencier le Sarkozy président de la République qui parlait de l'islam de France et le Sarkozy président de parti qui parle depuis les terribles attentats de janvier dernier notamment d'une sorte d'assimilation de la religion à la République. Notamment en dénonçant avec Christian Estrosi l'inquiétude des Français sur l'islamisme et les risques de violence de ces groupes radicaux. Des déclarations sur l'islamisme qui ne sont pas du goût de tous les membres du parti. Juppé encore et toujours lui, Fillon et Nathalie Kosciusko-Morizet ne sont pas en effet enthousiastes lorsqu'ils entendent ce type de discours. C'est donc pour ne pas réveiller la bête endormie, avec le sujet de l'identité nationale, que Nicolas Sarkozy a accepté l'idée d'une convention à huis clos. Seulement voilà, lors de cette rencontre secrète, n'étaient ni présents les représentants de la religion, ni les intellectuels pouvant débattre et réfléchir avec l'ensemble du parti. En gros, on s'est moqué un peu des partisans et aussi des Français, peut-être futurs électeurs. Donc la religion est un sujet sensible, j'entends, mais au niveau des futures élections, est-ce que cela va poser un problème, notamment, vous l'avez compris, je pense, au régional ? Peut-être, ou peut-être pas. En réalité, la question sera tranchée au niveau national lorsque le gladiateur Sarkozy se retrouvera face à son ennemi numéro 1, le Front National. Il se montrera peut-être plus fort que son adversaire et l'emportera sur son propre terrain. Pour affirmer ce que je dis, il n'y a qu'à voir les sondages prématurés des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le PS, dans tous les cas, serait battu dès le premier tour, et le FN serait battu quant à lui au second tour seulement par l'ami de Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi. Mais néanmoins, Marion Maréchal Le Pen est déterminée et malgré son jeune âge, elle montre qu'elle a une détermination
Et d'ailleurs, Estrosi, le niçois, sait qu'il doit dans tous les cas se méfier. Nous sommes quand même à 6 mois des élections régionales. En 6 mois, il peut y avoir un fort changement d'opinion. Alors au final, Maxime, les Républicains vont-ils vraiment survivre? Seule l'histoire pourra en répondre à cette question, Julien. Mais n'oublions pas qu'une famille politique qui se déchire ne peut en aucun cas gagner une bataille si ce n'est une guerre. Il reste au nouveau parti de droite 2 ans avant les prochaines élections présidentielles. À eux donc de chasser les dissensions internes. Le PS et le FN devraient faire de même d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était donc l'édito politique de Maxime Farsetti. Merci Maxime. Restons dans l'actualité pure et dure puisque nous allons maintenant vous parler ou peut-être même vous reparler d'un sujet dominant sur l'Europe puisque nous allons parler de la Grèce. C'est l'heure de l'édito international de Louis-Georges. C'est donc l'heure de l'édito international de Louis-Georges. Bonjour Louis, comment allez-vous? Bonjour Julien, très bien, merci. Alors, on croyait la Grèce sortie d'affaires, mais les rebondissements de la crise n'en finissent pas. Eh bien oui, les récents événements en Grèce, entre tractations avec les créanciers, référendums et autres eurogroupes, ont fait de la crise de la dette publique grecque une crise sans fin, insoluble, qui nous plongerait dans les méandres de l'inconnu. Cette crise, qui jusqu'à l'accord trouvé le 9 juillet dernier, avait presque fini par nous lasser. C'était sans compter sur la classe politico-médiatico-financière, dégoulinant de mépris pour le peuple fondateur de la civilisation européenne, qu'il prétend pourtant défendre à travers la construction du même nom, pour attiser la terreur autour de l'abominable Alexis Tsipras et de l'épouvantable Grexit. Tels les inquisiteurs, les défenseurs de l'Union européenne sont tout au long de la crise lancés dans une véritable chasse aux hérétiques, voulant tout d'abord condamner à la potence le Premier ministre grec, tel Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, appelant le 4 juillet dernier dans un édito à un coup d'État institutionnel contre le gouvernement grec légitime, mais pourtant seul responsable de la crise, visant à remettre au pouvoir l'ancienne coalition, c'est-à-dire les conservateurs de Nouvelle Démocratie et les socialistes du PASOK, selon lui plus raisonnable. À ceci près que ces deux partis, forme grecque du MPS, chère en France à Marine Le Pen, ont contribué au trucage des comptes publics de leur pays pour faire rentrer la Grèce dans la très sacro-sainte union monétaire. Et une fois leur stratagème découvert, on fait subir à leur peuple une austérité inouïe qui l'a plongé dans une misère et un marasme économique tristement célèbre. On reconnaît ici le traditionnel double langage de nos élites arrogantes, soucieuses de préserver la démocratie, mais à condition que celle-ci ne cherche pas trop la contradiction avec sa pensée. Ce battage médiatique, mais aussi cette violence politique, comme en témoignent les menaces des partenaires européens, fermez les guillemets, de la Grèce, l'Allemagne bien sûr pour ne pas la citer, et le chantage économique, pratiqué pendant cette période par les créanciers, avait pourtant reçu une claque magistrale le 5 juillet dernier, suite au rejet massif du peuple grec du plan de sauvetage exigé par la Troïka à travers un référendum, mot absolument tabou dans cette Europe prétendument démocratique. Alexis Tsipras semblait alors renforcé de cette crise, avec une légitimité gaulienne car émanant du peuple, il aurait alors pu taper du poing sur la table face aux créanciers ou encore le FMI. Pourtant, il n'en fut rien. Mais alors, justement, Louis, pourquoi Alexis Tsipras a-t-il, entre guillemets, capitulé alors qu'il avait les moyens de faire plier ses adversaires? Eh bien, c'est là tout le paradoxe de la gauche radicale, Julien. Alors que l'on voyait Alexis Tsipras, une forme de Lénine contemporain, appelant le peuple à la révolte face au grand capital, celui-ci est en réalité devenu le meilleur des laquais du système libéral européen. Dans cette crise, Tsipras s'est en réalité heurté à 2 éléments. Tout d'abord, la réalité de la situation européenne, savoir qu'un pays sur 19 ne peut évidemment pas modifier à lui tout seul les règles de l'union monétaire. S'il souhaite mener une politique économique différente de la très néolibérale doxa européiste, il n'a en réalité d'autre choix que se retirer de l'union. Et c'est là que Tsipras se heurte à sa deuxième difficulté, celle de la gauche radicale, incarnée certes par son parti, Syriza, mais aussi Podemos en Espagne, ou encore dans une certaine mesure le Front de gauche en France, qui souhaite changer l'euro, mais aussi changer l'ensemble des règles de notre vieux continent pour créer une Europe sociale, solidaire contre la finance. Ce qui n'est pas, sans nous rappeler, les très fat slogans du Parti Socialiste de l'Europe sociale et autres changer l'Europe, rabâchés depuis 25 ans à chaque élection européenne et dont on connaît aujourd'hui les réussites. Au nom de cette idéologie de la gauche, accrochée telle une moule à son rocher à un idéal de changement intérieur de l'Europe, Alexis Tsipras est aujourd'hui ce que Jean-Paul Sartre appelait en son temps, pour une autre extrême gauche, un idiot utile. Idiot utile d'un système mondialiste, néolibéral, allant de renoncement en renoncement, en restant cloué dans les règles de l'UE, pour s'accrocher à un rêve impossible, celui d'un euro des peuples.
Syriza, par ce choix, laisse donc désormais lentement mais sûrement place à des extrêmes sans doute bien plus dangereux qu'eux. Et cette fois, il sera fort à parier que la situation sera bien plus critique que celle que nous avons connue ces dernières semaines. La crise grecque, une crise sans fin. Merci Louis. Avant de passer au triangle culturel, tout de suite une petite pause musicale avec aujourd'hui Clotilde Rispal qui nous interprète Your Song d'Elton John. Et on se retrouve juste après. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'll buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do, see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. If I was a sculptor, but then again, no, all the girls who mix potions and a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're